J'aimerais vous demander d'abord qui utilise ChatGPT, Perplexity, Mistral, mais sur des demandes que vous confiez avant à Google. Qui c'est qui l'utilise? Des questions, ouais, des questions de fond, des questions. Ok, intéressant. Qui a totalement remplacé Google? Ok, ouais. Ok, intéressant. Ça me plaît bien parce que effectivement c'est quelque chose qui est en train de se passer, c'est la façon dont vos futurs clients et vos clients accèdent à votre site, à votre marque, à vos produits, est en train de changer. On va voir comment. J'aime bien ce graphique. On ne parle pas de visite ici, on ne parle pas forcément de visibilité. Ça vient de Datos, qui est une émanation de SEMrush. C'est fait sur 260 milliards d'URL. Et ce qu'on voit, c'est que l'activité en ligne quotidienne, elle se fait à 10% sur les moteurs de recherche, ce que vous faites en général sur le web. Elle se fait à 2% sur le e-commerce. Ce qu'on ne voit pas ici, c'est qu'à 20%, vous passez chaque jour du temps sur votre activité, c'est des réseaux sociaux. Et l'IA, c'est 0,85%. C'est très peu, mais il y a à peu près un an, un peu moins, c'était 0,24. Donc c'est en très forte progression. Mais encore une fois, 10% pour l'activité avec Google et 20% pour les réseaux sociaux. Ça pose quand même un peu le décor. Bien sûr, il faut s'intéresser à l'IA, et c'est bien notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est intéressant de voir aussi que le taux d'adoption des réseaux sociaux, c'est-à-dire est-ce que je l'utilise au moins une fois par mois, ici c'est des stats américaines, mais elles valent aussi pour l'Europe, c'est 75% de taux d'adoption pour les réseaux sociaux, c'est 40% pour l'IA générative. Ça veut dire que le parcours peut passer, et probablement passe très certainement aussi par les réseaux sociaux qui embarquent l'IA. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie hype aujourd'hui autour de ChatGPT, Perplexity, et il faut s'y intéresser. Mais c'est bien aussi de replacer la hiérarchie, je dirais, du temps passé, de l'activité qu'on a en ligne. Mais c'est un fait, ChatGPT est le leader, il a déjà 700 millions d'utilisateurs, on replacera l'échelle par rapport à Google. Il a tiré le premier en novembre 2022 et c'est clair qu'il est leader. On le voit en rose, celui qui commence à monter, c'est Gemini de Google. C'est bien lui qui a dégainé le premier et qui s'est fait une grande place. J'aime bien aussi ce graphique parce qu'il n'est pas très lisible d'où vous êtes, mais je vais vous dire ce que ce graphe en bâton veut dire. Il veut dire que, ici c'est pour les USA, mais on sait de son auteur Rand Fishkin de SparkToro qu'elles valent aussi pour l'Europe. Le taux d'adoption de Google, c'est 95%, et il n'a pas bougé. Quand bien même en rouge, vous voyez que le taux d'adoption des IA Search, dont ChatGPT, est désormais de 40%. Donc on va utiliser ChatGPT au moins une fois par mois à 40%. Le taux d'adoption, c'est ça. Mais Google ne bouge pas. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en réalité, le débat, oui, ChatGPT remplace Google, ce n'est pas le sujet en fait. C'est qu'il s'installe dans nos vies aussi. C'est une nouvelle responsabilité pour le marketeur que vous êtes ou le dirigeant, mais ça ne vient pas nécessairement remplacer Google. En fait, l'arrivée de l'IA est plutôt stimulante pour le search. Et ce qu'on comprend, c'est que le gâteau continue à grossir. Il y a de la recherche sur TikTok, il y a de la recherche sur LinkedIn, il y a de la recherche sur Pinterest, il y a de la recherche sur Google, toujours plus importante à travers Google Lens, à travers la voix. Il y a aussi ChatGPT, et ce graphique me plaît bien aussi parce qu'à gauche, on nous dit que pour les gens qui utilisaient que Google avant que ChatGPT existe, c'était 10 sessions par semaine. Et depuis que ChatGPT existe, il y a presque 13 sessions par semaine sur Google. Ça veut dire que l'utilisation de ChatGPT entraîne une utilisation plus importante sur Google. J'aimais bien votre remarque, parce que souvent on dit bah, j'utilise ChatGPT, mais pour des trucs locaux, pour accéder à une marque, j'ai quand même allé voir Google. J'ai confiance en Google, il s'est installé dans ma vie, c'est presque mon oracle, je lui confie tout. Et c'est comme ça qu'on l'utilise. Google est en train de changer un peu de rôle.
On l'utilise un peu moins pour de la recherche d'idéation ou de la découverte d'un sujet, un peu plus pour arriver à une marque. Voilà, les deux se complètent. C'est comme ça aujourd'hui. Est-ce que ce sera encore comme ça dans 5 ans ou 10 ans? On se reverra pour faire le point. Mais aujourd'hui, on teste ChatGPT, on aime bien ce qu'il nous propose, mais c'est Google qui a notre confiance. Ça me semble une nuance importante à comprendre. Ça veut dire donc que Google ou les moteurs de recherche que vous utilisez sont encore très importants. À la fois parce que le taux d'adoption est là, c'est là qu'est l'audience, et aussi parce que l'un se nourrit de l'autre. Et justement, l'index de Google est désormais privilégié dans OpenAI, qui est un client de SERP API. SERP API est un gros scrapper des informations de Google. Comprenez juste que OpenAI, quand vous êtes en mode payant, quand vous faites une requête sur l'actualité, il va chercher dans le web. Et comme il n'a pas d'index, il s'appuie sur Google, parce que chez Google, c'est solide. Bing, c'est quand c'est gratuit, parce que ça coûte un peu moins cher, j'ai un partenariat avec Microsoft, mais c'est un peu moins fiable. Et vous voyez que si vous êtes bien présent dans Google, vous avez déjà fait une partie du chemin. Et Google, on le sait depuis le mois d'août, n'est pas prêt de s'écrouler. On pouvait se poser la question avant le mois d'août, pourquoi? Parce qu'il y avait ce procès antitrust entre les États fédéraux américains et Google, parce que Google a été jugé coupable d'avoir abusé de sa position dominante pour avoir un algorithme plus fort que les autres. Je vais y revenir. Comment il a fait ça? Avec Chrome. Quand vous utilisez Chrome, il utilise toutes les interactions que vous avez avec ces résultats depuis Chrome. Donc par exemple, il remonte jusqu'à 400 interactions qui sont est-ce que je clique sur un résultat, je reste un petit peu et je reviens sur Google, c'est un malus. Donc ça intervient dans le classement, je baisse le classement. Est-ce que je reste beaucoup, mais je reviens quand même? Bon, beaucoup, ça veut dire que c'était bien, donc c'est que le site intéresse, donc je le remonte. Il en a tiré un avantage, ce que ne peuvent pas faire Bing ou d'autres moteurs Brave aux États-Unis. Jugé coupable, et la sentence possible, c'était « je vais t'enlever Chrome ». Je vais être obligé à le revendre. Vous avez dû l'entendre dans les journaux. Je vais faire pareil avec Android. Et le juge qui a décidé de la sentence, j'ai trouvé assez intéressant ce qu'il a fait. En 2 secondes, il a dit, plutôt que, bon, certes, Google est dominant, il en a probablement tiré un... Il a eu des pratiques pas terribles, mais finalement, le passé, c'est le passé. Si je ne veux pas reproduire les mêmes erreurs dans ce monde d'IA, parce que ChatGPT se fait une place, parce que Perplexity se fait une place aussi dans le quotidien des gens, finalement, il y en a d'autres qui arrivent à émerger. Est-ce que je ne lui enlèverai pas ce qui, pour la suite, devrait redistribuer les cartes? Par exemple, tu partages tes données d'interaction que tu as avec tes utilisateurs depuis Chrome avec tes concurrents directs. Et ça fait mal. C'est moins spectaculaire que sépare-toi de Chrome, mais ça fait très mal pour Google. Évidemment, ils ont fait appel. La fin des exclusivités, des accords payés entre Google et Apple. On peut monnayer avec Apple, T-Online, SFR. Tu es le moteur préféré, pas de problème. Sauf que tu dois le faire avec... tu ne peux pas, comment dire, négocier une exclusivité. Ça veut dire que tout ça va faire émerger d'autres concurrents. Mais pour l'instant, Google est quand même dominant et restera dominant. Dominant, je pense que dans les 5 ans, ça ne changera pas, mais on se reverra pour voir. Donc ça se passe aussi et toujours encore sur Google, même si c'est bien de s'intéresser aux autres LLM. Et vous savez évidemment que Google embarque lui-même son LLM, soit Gemini, soit AI Overview, qui vient se loger en haut des résultats classiques. Chez nos voisins allemands, c'est déjà le cas, en Espagne aussi. Nous, on a le droit voisin entre la presse et Google qui empêche le déploiement d'AI Overview pour une question de partage de revenus, mais ça arrivera en 2026. Le temps passe, je vais accélérer. Les intentions de recherche de ChatGPT sont assez différentes de celles de Google. Ici, c'est tiré de cette étude qui est parue il y a 2 semaines, How People Use ChatGPT. Et ce que ça nous dit, c'est qu'aujourd'hui, on l'utilise beaucoup pour practical guidance, donc comment changer un robinet, comment changer d'assurance habitation. Est-ce que tu peux me guider dans une démarche? Et en rouge, ça c'est en vert, et ça progresse, et en rouge,
Seeking information. J'utilise plutôt ChatGPT pour aller chercher des informations et de plus en plus. Vous voyez que ça augmente. Mais par contre, on voit en rose qui baisse. C'est aide-moi à rédiger du contenu. En fait, ce que ça traduit ici, c'est qu'il y a un an, ChatGPT était d'abord un outil B2B dans les entreprises. Les early adopters, c'est les marketeurs, aide-moi à rédiger du contenu. Et à mesure qu'il est devenu grand public, les usages du grand public se sont imposés. Aide-moi pour telle démarche, je veux rechercher des informations. À 73% sur les 700 millions d'utilisateurs, ChatGPT est un outil grand public qu'on utilise à titre personnel. Donc ça devient une place de plus en plus forte pour vos entreprises, pour être présents dans ces écosystèmes. 700 millions d'utilisateurs hebdomadaires, pour Google, c'est 4 milliards. Je ne parle pas de requêtes, je parle d'utilisateurs uniques hebdomadaires. Mais c'est vrai que ChatGPT a surpris tout le monde par l'accélération. Qu'est-ce qu'on trouve comme site lorsque ChatGPT apporte des visites? Il n'apporte pas beaucoup de visites, malheureusement, déjà. Parce que d'abord, on va se contenter de plus en plus de la réponse qu'il nous donne. Et moi, ce qui m'a le plus décontenancé, c'est la rapidité avec laquelle on lui fait confiance et on ne va pas nécessairement visiter les sites. Néanmoins, il apporte quand même des visites, beaucoup moins que Google. Je lisais une stat, j'en parlais avec Christophe dans la voiture, Google envoie 830 plus de visites que Google aux marques, que ChatGPT aux marques. Donc on clique beaucoup moins. Néanmoins, quand on clique, ça va d'abord sur les actifs de Google, google.com et YouTube, puis Microsoft, ben ouais, évidemment, puisque c'est lui qui fournit les résultats, et ensuite des réseaux sociaux, par exemple. C'est intéressant, mais ça c'est les domaines visités, puis c'est surtout des statistiques macro. Moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est que depuis un outil SimilarWeb Pro, j'ai pris les 4 millions de visites depuis un an envoyées par ChatGPT dans des sites du domaine de la santé. Et j'ai nuancé ça, j'ai retravaillé les sites, j'ai recatégorisé, et je suis tombé sur cette stat-là. Depuis un an, 4 millions de visites vers des sites de santé, ChatGPT étant le moteur, l'outil. Les médias sont le plus visités. Ensuite, ce sont les institutions. Ensuite, il y a des sites e-commerce, je veux acheter des compléments alimentaires, etc. Et ensuite, de la prise de rendez-vous, Doctolib. Moi, ce que je trouve très intéressant ici, c'est que ça nuance complètement ce qu'on a vu là en macro. Et ma première recommandation, c'est, en fait, il faut d'abord auditer pour vous, pour vos domaines. Les études macro, c'est bien pour acculturer, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut faire ses propres statistiques à soi, quoi. Et dans le domaine de la santé, ChatGPT ne peut pas improviser. Si les médias, les institutions sont en premier, c'est bien pour limiter les hallucinations, en fait. Et donc, c'est sur ces sites-là qu'il faudra être présent, si on veut être présent dans ChatGPT. On est à la moitié, donc je vais aller sur la deuxième partie. Ce sont 11 pistes, 11 leviers qu'on a appris, soit en faisant nos recherches la veille technologique, soit et ou par les tests que l'on fait pour nos clients, qui, comme vous, viennent nous voir en disant « David, travaille déjà ensemble sur le SEO sur Google, mais ChatGPT, et souvent le patron me demande si, parce que là, il ne nous voit pas le week-end quand il cherche, quoi. Ok, et on va tester. Parce qu'effectivement, c'est ce qui va s'imposer. Et quand Google appuiera sur Start pour Google AI Overview, c'est lui qui domine, ça va être une lame de fond. On s'y intéresse, moi je vous amène 11 leviers d'activation. Je suis très humble, c'est surtout pas dogmatique, on apprend, on est à l'an zéro de ces outils-là. Ça fait 20 ans que je fais du SEO, mais c'est Google qui gère. Notre approche, elle est empirique. Je vais vous montrer 2 cas où ça fonctionne bien, mais on apprend tout le temps. Donc je ne suis pas en train de vous vendre une solution magique. Ce qui change, c'est qu'on vise une citation dans les sources, voire une mention, c'est le Graal, dans la réponse directement de l'outil. Mais l'objectif change totalement. C'est plus une position, c'est plus un clic. C'est j'espère être cité, associé à ma thématique de mon métier, dans un objectif de mémorisation. Et là, normalement, si vous êtes dirigeant ou marketeur, vous avez une goutte de sueur, parce que vous allez vous dire, mais mes rapports, là, moi j'amène du trafic, là, et tu me parles de mémorisation, t'es sympa, mais on mesure quoi, là?
Eh ben, depuis un an que Google AI Overview est sorti aux États-Unis, je peux vous dire que mes homologues, donc les agences et les marketeurs aux États-Unis, transpirent. Parce que quand ils vont voir leur boss avec les dashboards, bah, le trafic tombe. Parce qu'AI Overview, c'est moins 30, moins 40% selon les domaines d'activité de trafic. Par contre, c'est est-ce que j'ai été mémorisé? On verra comment le mesurer. La citation dans les sources, c'est, je suis un peu le malin, qu'est-ce que la Digital Brand Authority? Bon, comme c'est notre mantra, évidemment c'est nous qui apparaissons, et évidemment on a construit la réponse éditoriale, il est venu chercher sur notre site, la citation c'est quand il ne sait pas, il va regarder le web, et on y est. Et puis la mention c'est carrément dans la réponse. C'est qui est à l'origine de la Digital Brand Authority? C'est l'agence WAB, mais je suis même nommément mis dans la réponse. Je vous rassure, il n'y a pas beaucoup de monde qui cherche ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment on y est arrivé. Et c'est ce que je vous emmène à voir dans le prochain slide. Il faut valider les fondamentaux techniques, évidemment, du SEO. Je ne vous endors pas avec ça. Vous êtes peut-être déjà très bien suivis par les équipes de Christophe ou d'autres pour le SEO. Mais SEO, GEO, on l'appelle comme on veut. La base est la même, en fait. Vous allez voir que le spectre s'élargit un peu, mais il faut d'abord valider les fondamentaux techniques. ChatGPT vient visiter mes pages. J'espère que tu accèdes au contenu. Et après, j'espère que le contenu répond à ta question. Mais souvent, il y a des verrous techniques. Et c'est vrai qu'on est à l'an zéro et les bots de ces outils-là sont beaucoup plus rudimentaires que Google. Donc il y a notamment le JavaScript, ils ne savent pas lire. Il y a des protections anti-bots parce qu'ils sont frénétiques, ils viennent plusieurs fois par jour. Souvent, votre DSI, justement, bah, elle bloque un peu le truc. Hein, et elle fait ChatGPT, tu viens un peu trop souvent, on va te freiner un peu. Ça peut poser problème. Il y a d'autres choses. Voilà. Tout à droite, il y a les balises sémantiques. Je ne vous endors pas avec la technique, mais la balise sémantique est extrêmement importante pour les LLM, mais aussi pour Google. Et les balises sémantiques, qu'est-ce qu'elles disent? Admettons, je suis une banque, et puis j'ai une balise sémantique qui dit, lorsque le robot arrive, je suis une banque, voilà le nom de ma banque. Ici, c'est une page service, voilà, on le dit avec une balise HTML. Et il y en a pour tous les domaines, pour tous les types de contenus de ces balises sémantiques. Pourquoi c'est important? Parce que ça aide les robots à comprendre le contexte. Et ça vous place dans un knowledge graph, le graphe de connaissances. Graphe de connaissances utilisé par Google et ses outils, c'est le double numérique de notre monde. Ça cartographie sémantiquement tout ce qui fait notre monde. Les objets, les faits, les personnalités, etc. Et il faut être dedans, en fait. C'est ça le sujet. Le meilleur moyen d'y être, c'est de commencer par Wikipédia, mais aussi d'utiliser ces balises. J'avance parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais c'était un point important, ce knowledge graph, parce qu'en fait, il faut agir sur les données des réponses des LLM, et il y a deux gros piliers pour moi, c'est les deux de gauche. Quand AI Overview ou ChatGPT vous donne une réponse, c'est qu'il a d'abord appris en mangeant tout le web. Donc, il faut se retrouver dans le web, dans ces éléments-là. Wikipédia, Reddit, YouTube, les bases de données ouvertes comme Common Crawl, Le Monde, ou les avis clients. Et Google, parce que les données de pré-entraînement, elles sont à peu près figées. Par contre, quand vous posez une question d'actualité, comme il n'a pas rafraîchi tous les 2 mois son index parce que ça coûte trop cher, il va taper dans Google. Et là, il faut être dans Google. Donc il y a 2 niveaux, les données de pré-entraînement, et si c'est de l'actualité, dans Google, il vient pondérer ou actualiser la réponse. Sur le post-entraînement, le fine-tuning, ce qui fait la différence entre l'un et l'autre, c'est une boîte noire, on ne connaît pas. Voilà. Je ne dis pas que les autres, c'est très clair, mais on apprend quand même. On apprend quand même. Et pour en apprendre un peu plus, le temps passe assez vite, mais ça, c'est une slide qui est importante ce matin. C'est qu'est-ce qui fait la réponse de tous ces outils? Il y a bien sûr en premier lieu ce qu'on appelle le owned media, c'est-à-dire les actifs marketing de votre marque que vous maîtrisez. Le premier, c'est votre site web. Et là, quand je vous disais Digital Brand Authority, c'est le bon langage et le bon contenu, il est venu le chercher sur mon site. J'ai tout détaillé de façon très précise et il n'y a pas de surprise pour moi. Je maîtrise le sujet. C'est toujours le point numéro 1. Mais plus vous allez dans un domaine concurrencé, comme les autres font pareil, plus il est obligé d'enrichir la réponse, de la différencier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans le earned media.
Et ça, c'est ce que vous ne maîtrisez pas ou vous essayez de maîtriser. Quand vous prenez la parole dans les médias avec les relations presse et qu'un journaliste va parler de votre marque, ça, c'est très important. Le earned media et la presse en particulier est tout en haut de la pyramide informationnelle. C'est le plus important pour ChatGPT, pour réduire les hallucinations. Relations presse, exposition médiatique, et je ne parle pas de publi-reportage, là, je parle vraiment de relations presse. Le Monde a passé un accord mondial, français, sur ChatGPT. Si vous êtes dans Le Monde, ça fonctionne. Bien sûr, il y a aussi d'autres choses dans le earned, hein, tout ce qui se dit sur votre marque, sur les réseaux sociaux, mais surtout les forums. Google, avec iOverview, utilise beaucoup les réseaux sociaux, Reddit, Quora. ChatGPT, c'est beaucoup les RP, un petit peu les forums, mais iOverview, beaucoup les forums. Et les avis clients et comparateurs, si dans votre domaine, c'est le cas. Dans l'assurance, il y a beaucoup de comparateurs. Le earned media, c'est vraiment ce qui domine. C'est vraiment la face immergée, la partie immergée de l'iceberg. Et c'est ce qui change par rapport au SEO. C'est que les SEO, c'était technique et contenu, mais pas vraiment la partie earned. Chez WAM, on travaille les RP, on a associé les RP au SEO depuis 2014. On nous a pris longtemps pour un peu des fous, mais ce que nous disait Google, c'est construisez des marques et pas construisez des liens. Construisez des marques. Et là, le sujet dans un chat GPT, c'est plus les liens, c'est est-ce que ma marque rayonne? C'est ça le sujet. Je passe vite, mais il y a une partie contenu. Évidemment, la partie contenu est extrêmement importante, mais c'était déjà le cas avec Google en fait. Et c'est la même recette. Je passe rapidement sur cette slide-là, mais celle-ci me semble importante. C'est ce qui peut changer, mais c'était déjà le cas avec Google, c'est que vos contenus ne doivent pas décrire ce que vous faites, votre entreprise ou vos produits. Ils doivent être résolutifs. Si j'utilise ChatGPT pour lui dire que j'ai un problème dans un contexte donné qui m'est propre, apportez la réponse, puisqu'avec votre expertise, vous avez la réponse. Donc on ne va pas dire j'ai une solution innovante de SaaS IA pour décrire jolie fiche. Je vais plutôt dire dans vos entreprises, pour protéger votre donnée, la maîtriser et enrichir, nourrir vos contenus d'une base de connaissances maîtrisée. Eh bien là, on utilise jolie fiche et Narratec. Et ça répond quand même à un vrai problème, en fait. C'est ça qu'on demande aux marques. Et ce n'est pas évident. Hein. Souvent, la com nous dit « Ok, c'est un peu nouveau pour nous ». Il faut sortir l'expertise et aller résoudre le problème. Et évidemment, ça sous-entend que derrière, il n'y a pas nécessairement de redondance de mots-clés, comme on le faisait avec le SEO par le passé. C'est fini, ça, on oublie. Les algorithmes sont intelligents maintenant, ils ont compris, ils savent dégager le contexte et puis le sens d'un paragraphe. Si vous répétez 10 fois un mot, il passe son chemin, ça ne sert à rien, c'est contre-productif. En revanche, ce qui va les intéresser, c'est est-ce que derrière, je réponds aux intentions courantes de l'utilisateur, qui consiste à évaluer un produit ou un service par rapport à un autre, voire le comparer par rapport à ses contraintes. Je veux des informations factuelles, vérifiable. Ça, c'est important. Et pour ce faire, il faut définir au préalable un persona, pour comprendre qui il est et quels sont ses problèmes. J'avais un exemple à vous montrer, mais je passe rapidement pour tenir le timing. Je vous l'ai dit, les relations presse sont tout en haut de la pyramide informationnelle. Sofiap, c'est une filiale de la Banque Postale. On l'accompagne depuis 2 ans. Ils ont sorti un produit qui s'appelle le prêt subventionné par l'entreprise. Les dirigeants peuvent prendre un demi-point de taux d'intérêt du prêt immobilier de leurs salariés. Ça augmente le package salarié. Pour l'entreprise, c'est plutôt intéressant. Leur thématique, c'est prêt subventionné par l'entreprise. Prêt subventionné. Leur nom, c'est Sofiap. On a fait des relations presse. Évidemment, ils ont décrit sur leur site la solution. On a eu 125 retombées presse en 2024, dont 75 en ligne, sur Le Monde, Les Échos, etc. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné déjà beaucoup plus de demandes sur Google avec la marque, parce qu'elle était mémorisée. Ça, c'est le travail classique des RP, je ne vous apprends rien. Mais surtout, il y a eu beaucoup plus de trafic sur le site grâce à la marque, depuis Google. Mais aussi depuis ChatGPT,
parce que alors vous ne les voyez pas, mais sur la trentaine de questions qui verrouillent le sujet du prêt subventionné qu'on a tapé sur ChatGPT, dans 75% des cas, nous sommes cités dans la source de 1 fois à 11 fois, grâce à ce travail de RP. Il n'y a quasiment que nous, on a préempté la thématique. C'est faisable. En alignant le owned, mon discours sur mon site de façon granulaire et avec un travail RP. Et ça marche pour ChatGPT particulièrement. Je ne fanfaronne pas, on est très content de ça. Ça tient encore aujourd'hui, si vous utilisez en Perplexity ou ChatGPT, si vous questionnez qu'est-ce que le prêt subventionné. Mais c'est une niche. Si vous me demandez de le faire maintenant sur assurance habitation, il faut être un peu plus granulaire, parce que c'est costaud. Et je pense que c'est important la nuance. Mais on a compris beaucoup de choses ici. Il reste 2 minutes. Il y a beaucoup ce cas aussi qui s'appelle deuxièmeavis.fr, deuxième avis médical, et avec le même stratagème, mais dans le domaine de la santé. Vous avez vu tout à l'heure que les médias étaient assez hauts dans le domaine de la santé, pour justement Santé Magazine, etc. Parce que c'est un verrou dans ce domaine-là par rapport aux hallucinations. Alors évidemment, depuis 2018, on accompagne deuxième avis en RP, 60 à 80 retombées presse par an. On est à presque 90% des cas sur 75 questions cités en référence dans les sources. Donc c'est faisable. Mais là encore, un domaine qui n'est pas non plus... Alors oui, tout le monde peut demander un deuxième avis médical, notamment lié à des pathologies, mais ce n'est pas une assurance habitation ou des fenêtres. Il y a d'autres pistes qui sont importantes, mais il reste 1 minute, alors je vais boucler. Évidemment, si on a moins de trafic, l'UX est obligatoire. Donc le peu de trafic, on a moins de trafic, il faut le retenir, il faut qu'il arrive à convertir. Et en plus, on a compris avec Chrome et le procès Google que c'était hyper important pour le classement. Donc UX, c'est tout en haut du top 3 des critères de classement de Google, même avant les liens. La capacité à retenir. Et puis il y a un vrai défi, et j'arrêterai presque là, avant une dernière slide, mais c'est que on ne mesure plus de clics, on vient mesurer la citation d'une marque liée à une thématique. Il y a plein de nouveaux outils qui arrivent. Il y en a presque toutes les semaines, dont Adobe, on a vu hier soir, qui propose un bel outil aussi. Il y a des outils français, ils viennent mesurer les citations. Et c'est encore très aléatoire, parce que d'un jour à l'autre, les résultats font comme ça, etc. Juste pour finir, parce que ça me semble important, tout ce que je vous ai dit, c'est des pistes activables et concrètes, mais il y a un secret, et c'est rassurant parce qu'il est humain, c'est que finalement on voit que la visibilité dans les LLM, c'est plus uniquement l'affaire d'un SEO et d'une personne, c'est l'affaire des personnes. De l'agence bien sûr, mais de l'entreprise, le dirigeant, le marketing, l'IT, le RH, le commercial, ceux qui font la marque et son rayonnement en fait. Et si ces gens-là ne se concertent pas autour d'une même thématique et d'un même dispositif, parce que chacun détient un canal de communication, pour apparaître dans les LLM, il faut que tout le monde se synchronise. Parce que c'est, vous avez vu, forum, médias, SEO, etc. Il faut travailler ensemble de façon coordonnée. Ça, c'est la clé. C'est ce que nous, on propose en accompagnement les entreprises à travers travailler l'expertise à travers les contenus, la crédibilité avec les RP, la confiance en intervenant aussi sur les avis clients et la conversation dans les forums. C'est les 4 piliers qui font la visibilité dans ces outils-là. Voilà, nous sommes l'agence WAM et on est établi à Lyon et à Mulhouse et merci beaucoup.